Bon, on a résolu nos petits problèmes techniques. Je pense que quand même, vous avez réussi à venir quand même assez nombreux finalement. Donc, on va gérer le webinaire en Zoom hein, pour que ceux qui ne sont pas là puissent au moins avoir les diapos et le son. Alors, la caméra, ça ne va être pas forcément indispensable. Vous aurez à flasher le QR code à l'entrée. Vous verrez, il y a un écran d'accueil. Il y a le QR code pour mettre votre présence, très important, hein, surtout pour les remboursements de trajet, puis ensuite pour tracer aussi votre présence. Donc, flashez le QR code, remplissez. Il y a un petit sondage sur la salle, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans des conditions peut-être un petit peu dégradées. Je vous ai remis les différentes sessions qu'on vous fera passer en sachant que c'est la première fois qu'on fait une session dans un lieu hors académique, on va dire. Et on va essayer de réitérer ça avec à midi un petit moment convivial où il y aura de quoi déjeuner tous ensemble. J'avais souhaité que vous ayez des badges qui mettent votre nom, que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres. Donc là, je vois qu'il n'y en a pas, mais la prochaine fois, on fera les badges pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres. Et l'idée de ce midi, c'est de pouvoir interagir entre vous et entre les orateurs du séminaire d'aujourd'hui. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a un nouveau séminaire qui a été rajouté le 14 avril, donc faites attention, le 14 avril. Et par contre, ce ne sera pas ici, ce sera à Villemain, comme d'habitude, à la salle qu'on a l'habitude d'utiliser à Villemain, qui est la salle de conférence à l'Amphi Villemain, donc à la RIB, à côté de Gare de l'Est. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on est un petit peu en retard. Je remercie vraiment Didier Blaise d'avoir accepté l'organisation de ce séminaire et tous les orateurs qu'il a invités à participer, qui se sont pour la plupart déplacés malgré les gros problèmes de transport. Et Didier, je te passe tout de suite la parole. Merci Philippe. Donc, en effet, c'est bien d'être là et merci pour ceux qui ont réussi à venir de province. Je remercie aussi en effet ceux qui ont accepté de participer à cet enseignement et c'est quelque chose d'important. Philippe, merci d'avoir trouvé cette salle. Elle est en effet très, très agréable et très, j'espère qu'elle sera très conviviale dans ce sens-là. Il y a un certain nombre de petits changements par rapport à ce qui a été fait auparavant. Je vais coordonner cette session avec deux d'entre vous qui se sont portés volontaires ou qu'on a portés volontaires, je ne sais pas, et pour essayer justement de stimuler les questions. Donc, ce que j'ai demandé aux orateurs, c'est d'avoir un topo d'à peu près une trentaine de minutes et de laisser une dizaine de minutes pour des questions live immédiatement après le topo. Et donc, on interviendra les uns et les autres à ce moment-là. Et il y aura une petite session de 15 minutes après, où après la matinée et en fin d'après-midi, pour reprendre des questions sur l'ensemble des éléments qui vous auraient échappé auparavant. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Hein, le but, c'est vraiment là, c'est bien sûr de vous apporter certains types de savoir, mais aussi d'échanger et de creuser les questions qui restent floues, parce que dans chaque topo, il y a forcément des zones d'ombre que vous devez éclairer. Donc, la première oratrice, c'est Stéphanie Nguyen qui va nous parler de donneurs et greffons. C'est en effet un vaste sujet, mais je lui ai donné le même temps que les autres. Attention à ceux qui montent sur l'estrade, c'est très haut. Il y a les escaliers peut-être grands comme vous voyez en bas, mais en haut, on ne va pas. Je mets le chrono parce que 30 minutes, c'est chaud. Oui. Juste ça pour passer. Ouais. Bon, je me mets là-bas. Donc, merci à Didier et Philippe de m'avoir convié pour ouvrir le bal hein, sur cette journée allogreffe. Donc, on a un vaste sujet, hein, quel donneur, quel greffon, qu'on va essayer de balayer pas trop rapidement quand même. Donc, je commence par les chiffres de l'évolution des allogreffes selon les donneurs sur les 10 dernières années. Donc, déjà, ce que vous pouvez constater, c'est que le nombre d'allogreffes est stable, voire en augmentation sur 2021, avec environ 2000 allogreffes par an, qui fait quand même que depuis le début des greffes après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même 1 million d'allogreffes qui ont été faites dans le monde, et donc environ 2000 en France. Donc, quand on regarde la répartition des donneurs, vous voyez que c'est environ 50% à partir d'un donneur du fichier et 50% à partir de donneurs familiaux qui se répartissent en 25% donneurs haploidentiques et 25% donneurs de la fratrie. Donc, quand on regarde un petit peu de plus près cette évolution, ce qu'on constate, c'est que
les cordons chutent beaucoup. Ils représentaient 10%, ils font plus que 5%. Les fichiers sont stables, voire en augmentation, qui est peut-être un reflet du registre qui est toujours en augmentation. Il y a 40 millions de donneurs qui sont inscrits dans le fichier actuellement. On voit que les donneurs génaux ont tendance à diminuer avec le temps. Alors, c'est peut-être un reflet des indications d'allogreffe qui diminuent, alors que les génaux, il n'y a pas d'un nombre qui augmente. C'est toujours 25% de chance d'avoir un frère ou une sœur HLA identique. Et peut-être aussi parce que les patients sont de plus en plus âgés, et donc leur fratrie aussi. Et donc, c'est vrai que si on a un patient de 68 ans, on ne va peut-être pas prendre son frère de 72 ans, on va peut-être se tourner vers son fils ou un donneur du fichier. Et donc, la grande augmentation qui fait que le chiffre de greffe est stable, c'est cette expansion des donneurs haploïdentiques dont on reparlera tout à l'heure et qui représente donc maintenant un quart des allogreffes. Donc, je vous dis très rapidement les principes de l'allogreffe que vous connaissez déjà. En gros, la première indication, c'est la leucémie aiguë. On considère que les patients, après la chimiothérapie, ont un très haut risque de rechute parce qu'il reste une maladie résiduelle qui sera chimio-réfractaire, quoi que vous fassiez. Et donc, il faut un autre effet qui est celui de l'immunothérapie. Et donc, dans ce greffon allogénique, il y a les cellules souches qui vont mettre entre 2 et 4 semaines à récupérer en fonction de leur richesse et du typage HLA. Et surtout, les lymphocytes T du... alors, comment je fais pour venir en arrière? Du greffon qui vont médier l'effet qu'on souhaite, qui est l'effet GVL du greffon contre la leucémie, et malheureusement l'effet délétère, qui est que le greffon attaque également les tissus sains du receveur. Vous allez avoir plusieurs topos sur la GVH dans la journée. Alors, comment on peut enlever ce truc? Alors, quand on regarde là, c'est les causes de décès en fonction des donneurs, soit familiaux, HLA identiques, soit des donneurs du fichier, dans les 100 premiers jours ou après 100 jours. Et ce que vous pouvez déjà constater... Alors, comment je fais pour passer? J'ai plus de son. Non. Là, ouais. Ouais. On remarque, je peux essayer de voir, peut-être que ça en marche là. Non, ça ne marche pas. Donc, quand on regarde les toxicités, vous voyez que déjà, il y a beaucoup de bleu foncé. Et le bleu foncé, c'est la rechute des l'hémopathie. Et donc, la première cause de décès, c'est quand même la rechute. Peut-être un peu plus de rechute dans les donneurs familiaux, même en situation précoce par rapport aux donneurs du fichier. Et vous voyez, pour les donneurs du fichier, beaucoup de causes non liées à la rechute, c'est-à-dire des causes toxiques. Donc, les majeures causes toxiques, c'est la GVH, les infections et les défaillances d'organes. La suivante. Tout ceci étant très lié, puisque plus on fait de GVH, plus on a un risque de faire des infections et d'avoir des défaillances. La suivante. Donc, tout ce qu'on va dire dans cette journée, c'est vraiment un mélange entre toutes ces indications. Si vous avez un effet GVH qui est augmenté, vous avez un effet GVL, donc c'est bien, vous allez rechuter moins. La suivante. Par contre, vous allez perdre en toxicité, et ça, vous verrez, la suivante, c'est un peu galère. Je vais peut-être appuyer là. Je vais faire ça. Ah bon. Alors, on essaye. Ah oui, super. Et donc, vous verrez que tout ce qu'on va parler aujourd'hui, les greffons, les donneurs, les conditionnements, la prophylaxie, c'est vraiment un équilibre à trouver entre la toxicité, la GVH, la GVL et la rechute. Donc, on va commencer par les donneurs HLA identiques. D'abord, un petit peu de nomenclature. Les donneurs géno-identiques, c'est donc la fratrie. Ils ont reçu les mêmes gènes HLA des deux parents. En anglais, on appelle ça les match related donors, et c'est l'initiale que je vais utiliser, MRD, ou les siblings, qui veulent dire les frères et sœurs. 12 sur 12, on verra à quoi ça correspond, c'est le nombre d'identités HLA. Et puis, on va les comparer aux donneurs du fichier. On les appelle les donneurs phéno-identiques parce qu'ils ont le même phénotype HLA, mais n'ont pas reçu les mêmes gènes. En anglais, c'est Match Unrelated Donor, MUD, et on verra que la compatibilité est un petit peu moindre. Donc, il y avait jusqu'à récemment pas de protocole randomisé entre donneurs du fichier et donneurs familiaux, mais donc sur cette étude SFGM
qui commence à être assez ancienne maintenant, on voit en gros que la survie, une étude rétrospective, hein, est la même en termes de rechute, TRM, etc. Mais ce qui change, c'est le risque de GVH aigu, avec 20% de différence, hein, plus de GVH avec les donneurs du fichier par rapport à un donneur familial. C'est une étude du registre américain sur plus de 2000 patients et qui retrouve exactement la même chose. Survie identique, mais plus de toxicité. Ça, c'est parce qu'il y avait des donneurs aussi qui étaient mismatch, hein, les 7 sur 8. Et plus de GVH, toujours la même différence de 20% entre fichiers et familiaux, avec un groupe qui était beaucoup plus hétérogène. Il y avait des greffons de cellules souches, du sérum antilymphocytaire, etc. Un petit mot sur le typage HLA. Donc, quand on dit 10 sur 10, ça veut dire compatibilité entre A, B, C, DR et DQ, donc classe 1 et classe 2. Et donc, on sait que si on a un mismatch dans un de ces quatre-là, ça augmente la GVH et la mortalité. En revanche, le DQ est le mismatch le plus permissif. C'est pour ça que des fois, je parle de 8 sur 10 et des fois de 10 sur 10. En Amérique du Nord, on regarde pas le DQ, alors qu'en Europe, on a tendance à regarder le DQ. Bon, maintenant, de plus en plus, quand même, on fait les greffes les plus matchées possibles. Et puis, enfin, un petit mot sur le DP. Donc, DP qu'on ne regardait pas trop jusque-là, puisque, bon, d'abord, c'est très difficile d'avoir des donneurs 12 sur 12 DP. Et puis, on considérait que ce n'était pas très relevant pour la GVH. Alors, 80% des donneurs du fichier ont un mismatch DP, hein, donc ils sont 10 sur 10 ou 11 sur 12. Et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas si anodin que ça, et il est important de choisir le bon DP. Donc là, c'est pour vous illustrer le risque d'alloréactivité par rapport au mismatch DP. Il y a un premier modèle qui est sur l'intensité d'expression du DP à la surface des cellules. Donc là, on a le donneur, là, on a le receveur. Vous voyez qu'ils ont le même DP en vert et ils ont un mismatch DP bleu et rouge. Et selon l'allèle du DP, on peut avoir une forte expression du DP mismatch ou une faible expression. Et ça, cette forte expression ou la faible expression du DP va être pourvoyeur de GVH. Notre façon de voir aussi le mismatch DP, ce n'est pas forcément l'intensité d'expression, mais la présentation de l'antigène aux lymphocytes du donneur. Donc là, on se passe dans les situations HLA identiques, hein, la fratrie, et ils sont donc identiques en A, B, C, DP, DQ, DR. Et donc, les cellules présentatrices d'antigènes du donneur ou du receveur résiduel vont présenter l'antigène via leurs molécules HLA, qui sont identiques, avec une alloréactivité qui va être assez modérée. En revanche, si vous passez en situation HLA du fichier, donc avec des mismatch DP, donneurs 10-10 ou 11-12, là on voit ils ont les mêmes ABC, des QDR, mais en DP c'est différent. Donc là, celui-là il est bleu, celui-là il est rouge, voilà, et là aussi. Et vous voyez que ce mismatch DP va présenter l'antigène ou lymphocyte du donneur de façon différente. C'est une question d'affinité, si vous voulez, avec les lymphocytes. Et soit ça va entraîner une alloréactivité assez modérée, on appelle ça des mismatchs DP permissifs, soit au contraire, il y aura une très grande alloréactivité, on appelle ça des mismatchs DP non permissifs. Et en fait, la présence d'un tel mismatch non permissif, ça a été associé non seulement avec une augmentation de la GVH, mais aussi du rejet, de la TRM et de la survie. Donc, il y a plusieurs papiers qui ont montré ça. C'est en survie en fonction des mismatchs permissifs ou pas permissifs. Vous voyez quand même que ça peut avoir un très gros impact. Donc, si vous avez le choix, et souvent dans les fichiers, on a le choix, on privilégie un mismatch DP permissif. Dans les autres critères de choix, un critère très important, c'est que pour un receveur homme, on cherche un donneur homme, parce qu'on sait que si une femme donne pour un homme, il y a un risque de GVH qui est beaucoup plus important. La compatibilité ABO est beaucoup moins importante. Donc vous allez peut-être en reparler dans le cours sur les transfusions. En gros, quand on a un receveur qui a des anticorps contre le donneur, on va désérythrocyter le greffon de moelle. Et si un donneur a des anticorps à un taux important contre le receveur, on va déplasmatiser le greffon. Les autres critères que je cite rapidement, on aime bien que les patients aient vu les mêmes virus. Donc, si on est négatif pour le CMV, on cherche un donneur négatif. Si on est plus, plutôt un donneur plus. Mais c'est vrai que maintenant, on a une prophylaxie très efficace qui s'appelle le létermovir, ce qui fait que c'est un critère qui est beaucoup moins important. On privilégie toujours un homme jeune, quel que soit le sexe du receveur. Et si on prend un greffon de moelle, on essaie de trouver un poids équivalent. Alors ça, c'était les donneurs HLA identiques, mais environ dans 30% des cas, on n'a pas de donneur HLA identique. Et en fait, c'est en fonction de l'origine ethnique du receveur.
Donc, en gros, on considère que si vous êtes d'origine caucasienne, vous avez une chance sur 2 de trouver un donneur dans le fichier. En revanche, si vous êtes noir américain, c'est 20%, avec un gros registre aux États-Unis. Si vous êtes asiatique, c'est environ 25%. Il y a une grosse population asiatique également aux États-Unis, et puis un fichier à Taïwan et à Hong Kong. En revanche, alors d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, hein, si c'est dans ces endroits-là où il y a eu un développement des greffes alternatives, puisque notamment en Chine, hein, vous savez qu'il y avait la règle de l'enfant unique, et dans le fichier, ils étaient peu représentés. Si vous êtes métissé, si vous êtes d'Afrique noire, là, on sait déjà, même avant de faire ce qu'on appelle le coup de sonde, que vous avez pratiquement 0% de chance de trouver un donneur. Et c'est donc pour tous ces receveurs qu'on cherche les donneurs alternatifs. Donc, donneur alternatif, ça veut dire à partir d'une incompatibilité HLA, c'est alternatif. Donc, donneur du fichier 9, 10 ou 7, 8, le cordon ombilical et les donneurs demi-identiques. Donc, sur les 9-10 ou les 7-8, il n'y a pas grand-chose. Je vous ai montré tout à l'heure l'étude qui montrait que les 7-8 avaient plus de GVH et de TRM avec une survie diminuée par rapport aux 10-10. On a déjà dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact du mismatch DQ et que le DP, il faut faire attention aux DP non permissifs. Quand on a un mismatch, en gros, on cherche des greffons un peu plus gros, donc plutôt privilégier des greffons de cellules souches et on rajoute des immunosuppresseurs, surtout du sérum antilymphocytaire. Le sang de cordon, donc, comme vous savez, le sang de cordon contient beaucoup de cellules souches et on peut trouver un cordon alors que les cordons disponibles sont beaucoup moins importants que dans le fichier parce que les lymphocytes T du cordon sont un petit peu naïfs, hein, c'est-à-dire pas capables de reconnaître le receveur comme étant un HLA mismatch. Donc, il y a de la GVH quand même, mais pas autant que si c'était un adulte avec autant d'incompatibilité. Et on est donc très peu regardant, hein, on ne cherche pas du 10-10 ou du 12-12. Au mieux, on est 6-6 en regardant A, B et DR. Le problème des cordons, c'est qu'il y a un risque infectieux parce que les lymphocytes T du cordon sont naïfs. Hein. Donc, c'est comme si vous avez le système immunitaire d'un bébé. Et il y a un risque de non-prise qui est important, surtout si le receveur a un poids important. Alors, pour choisir le cordon, en gros, il faut être le plus compatible possible et le plus riche possible. Donc, les résultats du cordon, je vais passer très vite. Hein. Dans la leucémie aiguë chez l'enfant, c'est des bons résultats. Survie sans rechute à 2 ans de 70%, avec des conditionnements myéloablatifs. En revanche, chez l'adulte, c'est beaucoup moins bien. En gros, c'est moitié moins. Donc, c'était un protocole qui évoluait des conditionnements très réduits, un non myéloablatif, avec une TRM qui était faible, mais un excès de rechute qui était tellement important qu'au final, on avait une survie sans rechute de 35%. Donc, c'est pas terrible pour une leucémie aiguë en rémission. Alors, on passe maintenant aux greffes haploidentiques familiales. Donc, soit le donneur et le receveur, c'est des dons verticaux, parents-enfants, soit c'est horizontaux, avec la fratrie qui peut être haplo, mais également les cousins, les demi-frères, etc. Donc, je vous rappelle le HLA, hein, donc ABC classe 1, DP, DQDR classe 2, sur le chromosome 6. Tout est transmis en bloc chez les enfants. Donc, si le patient est celui-ci, voilà, pour être non-genré, hein, il a pris le rose du père et le rouge de la mère. Et donc, il a une chance sur 4 d'avoir dans ses frères et sœurs un donneur HLA identique, 12-12. Et puis, vous voyez, hein, une chance sur 2 d'avoir un donneur dans la fratrie haploïdentique. Hein, là, il y a le chromosome rose en commun, là, il y a le rouge. Voilà. Et une chance sur 4 d'avoir un frère ou une sœur complètement HLA différent. Donc, si le patient est assez jeune pour avoir des parents prélevables ou les parents ont des enfants qui sont majeurs, on peut les prendre. Et là, c'est 100% de chance d'avoir des donneurs. Donc, en gros, on dit on a 90% de chances de trouver un donneur haploïdentique. Donc, les greffons des donneurs haplo, c'est comme pour tous les autres donneurs, hein, soit le bloc, soit par site aphérèse, avec les greffons de cellules souches périphériques. Et donc, ce qu'on faisait avant, devant le grand risque de rejet de GVH, on était assez radical. Hein. On enlevait les lymphocytes T du greffon. Et donc, on triait les cellules souches par un système de billes magnétiques, un CD34+, et on enlevait tout le reste. Donc, quand on faisait ça, ça marchait bien en termes de prise. Hein. Il n'y avait pas de GVH, sans immunosuppresseur, mais il n'y avait pas de GVL non plus. Donc, les patients rechutaient puisqu'ils n'avaient plus de lymphocytes T. Et ils mouraient d'infection opportuniste puisque les lymphocytes T mettaient énormément de temps à se reconstituer à partir des greffons de cellules souches. Donc, il y a une deuxième méthode qui a été de ne plus toucher aux greffons, mais d'inactiver les lymphocytes T alloréactifs par des médicaments, soit du sérum antilymphocytaire, qui était à forte dose, qui était l'approche de Chine, soit l'endoxan post-greffe, qui a été l'approche de l'équipe de Baltimore. Donc, dans le monde, hein, c'est plutôt cette approche qui a fait son effet. Donc, je vais passer rapidement parce que ça va être abordé dans les cours sur la GVH. Mais en gros, l'endoxan post-greffe
déplètent les lymphocytes alloréactifs du greffon et ils expandent les T régulateurs. Et puis, il y a aussi une mise en place de la tolérance centrale au niveau du thymus. Alors, ça a été commencé vers 2012 et donc tous les papiers qui ont suivi ont montré de façon très homogène qu'il y avait quand même un effet favorable sur la GVH chronique, généralement moins de 20%, sauf ce papier-là. Et donc, la GVH chronique, c'est vraiment quelque chose qui altère énormément la qualité de vie des patients. Donc, vous aurez aussi un topo sur la GVH chronique. Et c'est vrai que ça, quelle que soit la source de greffon, ça marche sur la GVH chronique. Alors, c'est intéressant quand même d'avoir des jambes non ulcérées pour aller à la plage. Et pour les sujets âgés, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas avoir de corticoïdes avec toutes les complications à laquelle la corticothérapie expose. Alors, du coup, l'endoxan post-greffe a été testé dans d'autres situations, par exemple dans les greffes du fichier avec des incompatibilités HLA. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est quand vous regardez les incompatibilités, il y avait même des haplos fichiers, puisqu'ils étaient à 4 sur 8 en compatibilité. Donc, c'est surtout sur des ethnies minoritaires, pour la moitié des cas. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est quand même très efficace, également en prévention de la GVH et avec un taux de toxicité qui était tout à fait convenable. Donc, au vu de tout ça, les greffes haplo avec endoxan ont eu un essor considérable en Europe. On voit que les courbes avec les cordons se croisent et on voit que chez l'adulte, voilà, les haplos explosent, les cordons se cassent la figure, les 9-10 diminuent progressivement. En revanche, chez l'enfant, vous voyez, les cordons restent quand même majoritaires pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure avec des très bons résultats quand même en myéloablatif. Donc, comment on choisit? D'abord, en probabilité de trouver un donneur. On n'a que 10% de probabilité de trouver un donneur de 9-10, donc déjà, ça règle le problème. Et on a par contre une bonne probabilité de trouver un cordon ou un haplo. Donc, si on devait comparer un niveau de risque, c'est très important à chaque fois de voir les niveaux de risque des maladies, parce que ça joue évidemment énormément sur le suivi des patients. Et donc, haplo versus fichier, finalement, c'est la question la plus importante. Et donc, il y a plusieurs études qui ont comparé. Et en gros, on trouve toujours à peu près la même chose. Un bénéfice quand même en termes de survie pour les greffes familiales HLA identiques et un devenir identique entre les fichiers et les haplos. Vous voyez, les haplos, ils sont en rouge, les fichiers, ils sont en bleu. Et ça donne tout ça la même chose. En termes de TRM, les trois groupes sont pareils. En termes de rechute, 35% de rechute à 2 ans, pareil pour tout le monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en GVH aigu, c'est les greffes familiales qui sont les plus favorables et les greffes haplo sont comme les fichiers. Et finalement, c'est exactement les mêmes chiffres qu'on trouvait dans les vieilles études fichiers versus familial avec donc en gros un GVH aigu pour un donneur familial HLA identique environ 30% et puis on passe à 50% pour les fichiers et les haplo. Par contre, toujours ce bénéfice sur la GVH chronique de l'haplo, même par rapport au donneur familial, avec 2 fois moins de GVH chronique. Donc, ce bénéfice sur la GVH chronique, évidemment, ça posait la question de l'intérêt d'une haplo versus un donneur du fichier chez les sujets âgés. Donc ça, je vais le passer vite aussi. Je pense que Didier en parlera quand il parlera de l'allogreffe chez les sujets âgés. Donc, il y a eu ce protocole fait à Marseille, randomisant un donneur du fichier avec une prévention de la GVH par du SAL versus haplo avec de l'endoxan. Et vous voyez que les résultats sont superposables. Alors, l'haplo, c'est quand même pas si simple. Vous avez dû voir en clinique, si vous êtes déjà passé en service de greffe, qu'il y a quand même des complications. Il y a un phénomène de CRS après l'injection du greffon. Il y a des cystites hématuriques, une toxicité cardiaque avec l'endoxan, plus de rejet, une thrombopénie qui est plus prolongée et des infections quand même qui sont assez importantes. Il y a aussi des problèmes un peu psychologiques auxquels on n'avait pas trop pensé avec les greffes habituelles, qui sont ces dons verticaux par enfant. Vous avez vu que la survie, c'est de l'ordre de 60%. Ça veut dire que vous avez presque un risque sur 2. Vous donnez votre moelle à votre enfant et quand même, la survie, il peut mourir une fois sur 2 et inversement. Donc, il y a des problèmes quand même psychologiques qui se posent qu'on n'avait pas vu avant. Il y a aussi un truc très particulier à la greffe haploïdentique. Quand les greffes de leucémie aiguë rechutent, il y en a 1 sur 4 qui perd l'haplotype mismatch. On appelle ça lâcher la losse. Et c'est une façon d'échapper au système immunitaire. Et puis sinon, pour ce qui est des rechutes, en fait, ça, c'est pas du tout spécifique des haplos. Le risque de rechute, il dépend du statut à la greffe, l'intensité du conditionnement et on va le voir aussi du greffon. Alors, si on se résume pour cette première partie sur les donneurs du fichier dans les études rétrospectives HLA identiques ont à devenir comparables aux donneurs familiaux HLA identiques, mais avec plus de GVH.
Donc, c'est pour ça qu'en premier choix, on va privilégier le donneur familial HLA identique. Et si on prend un donneur du fichier, ne pas oublier ce mismatch TP qui est très fréquemment associé et préférer, si possible, un mismatch permissif. Pour les haplos, la question se pose vraiment par rapport au fichier, avec soit une prophylaxie de la GVH par de l'endoxan, soit par du sérum antilymphocytaire. Et donc, il y a deux protocoles qui posent la question, un qui est terminé chez les sujets âgés qui montre des résultats similaires et un autre chez les sujets jeunes qui est en cours. Pareil, l'intérêt de l'endoxan dans les greffes mismatch du fichier est également interrogé dans un protocole qui s'appelle AlterGreffe. Là, c'est le rapport de l'Agence de biomédecine de 2021 qui récapitule un peu tout ce qu'on vient de dire, hein. C'est-à-dire qu'ils reprennent la survie des patients qui ont des pathologies myéloïdes sur 10 ans. Et vous voyez qu'à 2 ans, les donneurs familiaux HLA identiques ont une probabilité de survie de 67% et les fichiers, les haplos sont vraiment très comparables, 60% à 2 ans et les cordons un peu plus bas. Donc, c'est une étude qui a été faite sur 10 ans, donc sur des milliers de patients, bien sûr. Quel donneur choisir? Donc, voilà, ce qu'on conseille, c'est de mettre des protocoles prospectifs comparatifs. Hein, c'est qu'en comparant qu'on arrive à avoir des réponses. Pour l'instant, donc 2 protocoles sont terminés qui ne montrent pas de bénéfice d'une stratégie ou de l'autre. Et donc, les protocoles qui randomisent les donneurs, comme je vous ai dit, qui sont en cours. Alors, on trouve maintenant un greffon pour tout le monde. La question, ce n'est pas trop de savoir si on va prendre un fichier, un haplo, un géno. Je pense que la question, c'est surtout si on va faire une greffe familiale ou un donneur du fichier, avec des problématiques qui sont différentes selon chaque donneur. Alors, dans les 5 minutes qui restent, je vais vous parler des greffons, et principalement de la moelle versus les cellules souches périphériques. Et donc, cette méta-analyse montre les résultats des protocoles randomisés anciens, moelle versus CSP, qui montrent environ à peu près tous la même chose. En termes de survie, c'est équivalent, moelle, CSP. En termes de rechute, il y a des études qui ont montré qu'il y avait un avantage pour les cellules souches périphériques, mais que dans les greffes familiales, HLA identiques, et avec des maladies à haut risque de rechute. Peut-être parce que dans les greffes du fichier, l'excès de GVH a peut-être augmenté la TRM, qui fait qu'ils n'ont pas réussi à mettre en évidence le bénéfice sur la rechute. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec les prophylaxies de l'époque, sans sérum antilymphocytaire, il y avait énormément plus de GVH chronique dans les cellules souches périphériques. Donc ça avait été retrouvé sur l'étude SFGM randomisée, qui était coordonnée par Didier Blaise. On faisait moelle versus CSP et vous voyez qu'à long terme, on montre quand même qu'avec les CSP, énormément plus de GVH chronique qu'avec la moelle et beaucoup plus de patients qui étaient sous immunosuppresseurs au long cours. En revanche, en termes de survie et de DFS, il n'y a pas de différence. Alors maintenant, on rajoute du sérum antilymphocytaire au CSP et vous verrez dans les cours sur la GBH que ça a quand même beaucoup changé la donne et que ça prévient énormément la GBH chronique. Mais peut-être qu'on perd ce bénéfice qu'on avait retrouvé dans les greffons de CSP. Un dernier mot pour dire que la question de moelle versus CSP se pose aussi pour les greffes haplo. Donc ça, c'est une étude qu'a fait Claire Lacan, étude rétrospective SFGM sur plus de 1000 patients. Et donc, si on se focus sur les leucémies à plus haut risque de rechute que sur les leucémies aiguës et les pathologies myéloïdes, avec des conditionnements non myéloablatifs, ce qu'on appelle le Baltimore, donc c'est très, très light, là, on a des résultats un petit peu comme pour le mini-corne, avec donc un taux de GVH qui est 2 fois plus faible avec la moelle. Bon, ça, on est content, 20% versus 40%. En revanche, un taux de rechute qui est assez inacceptable, plus de 50% de rechute avec de la moelle versus 22% pour les cellules souches périphériques, et donc il ressort en termes de FS. Donc effectivement, avec de la moelle haplo, avec un conditionnement non myéloablatif, on a moins de GVH, mais ce qu'on gagne en GVH, on le perd vraiment en rechute. En revanche, si vous faites des conditionnements plus intensifs, donc ça peut être ce qu'on appelle le TBF ou des vrais myéloablatifs, là, on gomme en fait l'effet sur la rechute avec le conditionnement. Vous voyez que là, les survies sont similaires. Ça ne change rien sur la GVH chronique. Et puis, en revanche, par contre, vous doublez le risque de GVH sévère, 3-4, en utilisant des cellules souches périphériques. Donc, peut-être que dans les conditionnements intensifs, il y a quand même une place pour la moelle osseuse. Donc, je vous résume là les avantages de chaque greffon, CSP versus moelle.
Donc, dans les greffes de cellules souches périphériques, on sait qu'on gagne presque une semaine par rapport à la moelle en reconstitution hématologique avec une meilleure prise. Dans les 10-10 et les aplos, il y a possiblement moins de rechutes dans les maladies à haut risque si on prend des cellules souches périphériques et une survie globale qui est similaire à la moelle. Et donc, on recommande plutôt les cellules souches périphériques quand on a un conditionnement atténué et si on a une hémopathie de haut risque. Les avantages de la moelle, donc en 10-10, il y a moins de GVH chronique, mais ça c'était avant le sérum anti-lymphocytaire, et une meilleure qualité de vie après les conditionnements myéloablatifs, liés justement à la moindre GVH chronique. Et en aplo, il y a clairement 2 fois moins de GVH avec de la moelle qu'avec des CSP, avec une survie qui est similaire si on intensifie les conditionnements. Et donc, on peut utiliser la moelle pour les greffes myéloablatives et peut-être pour les hémopathies pas trop à risque de rechute. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, puisque finalement, c'est la pratique clinique qui va décider du choix du greffon. Il y a beaucoup de centres qui n'ont pas accès au bloc. Donc, nous, à la Pitié, on l'a facilement, mais ce n'est pas le cas visiblement dans beaucoup d'endroits. Et donc, vous voyez que les cellules souches périphériques représentent 75% des greffons versus 20% pour la moelle. Les 10%, les 5% restants, c'est les cordons. Donc voilà, j'ai fini. Donc, je vous invite à venir choisir la Pitié-Salpêtrière à votre prochain stage. Vous pourrez ainsi avoir l'honneur d'aller prélever au bloc et puis vous serez bien accueillis. On a quelques minutes pour les questions. Merci. Stéphanie, d'avoir réussi ce challenge, de traiter tout ceci dans le temps. Des questions? Bonjour, merci beaucoup. Vous avez parlé de la différence des GVH entre un donneur qui est féminin ou masculin. Je voulais savoir si cette différence vous voyez autant chez les greffes fichées que les greffes aplo et si on avait des pistes pour expliquer cette différence. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on se demande si l'endoxan post-greffe gomme ce facteur. Alors, c'est vrai que je n'ai pas la réponse. Dans l'étude qu'on a faite, on n'a pas encore regardé le mismatch de sexe, mais on va le faire. Alors, Didier, je ne sais pas si toi, tu avais vu. On a l'impression que ce n'est pas trop relevant, non? C'est relevant, mais je n'ai pas la réponse. D'accord. Ok, alors c'est vrai qu'en règle générale, on dit qu'on privilégie un homme jeune voilà, dans tous les types de greffes, mais peut-être que l'endoxan atténue un peu ça, mais c'est vrai que c'est une très bonne question et je n'ai pas encore la réponse. Mais on pourra la voir avec cette étude rétrospective. À une époque, on parlait beaucoup des chips et de découverte d'hématopoïèse clonale à partir d'un certain âge. Est-ce que chez les donneurs aplo parents, par exemple, il y a un intérêt à faire un NGS en systématique pour s'assurer qu'il n'y ait pas ça? Alors, c'est une très bonne question aussi. Alors, c'est vrai que nous, on a eu un patient qui avait été greffé avec son père et qui a ensuite, sur le greffon, il y avait une délétion 20. On a regardé dans le greffon du père, il avait déjà ça. Et c'est vrai qu'on est très embêté. On ne sait pas s'il va développer une myélodysplasie ou pas. C'est sûr que si on prend il y a un risque, effectivement, de prendre des donneurs plus âgés qu'on s'expose à des complications. Après, ça n'a pas été… alors, j'avais vu une communication en disant qu'effectivement, un donneur plus âgé en aplo était plus toxique, mais ça n'a pas été tellement retrouvé de façon formelle. Alors, Didier, pareil. Je suis d'accord avec toi. Initialement, on a eu tous très peur. Je pense qu'il faut continuer à avoir un certain souci de ce côté-là. Mais les dernières études ont montré ça ne se traduisait pas par un problème dans le cas de la greffe. Maintenant, il faut mettre ça avec Guy. Non. Donc, c'est un sujet qui reste ouvert. Il faut faire attention. Moi, je dirais que la précaution voudrait dire que si on peut éviter, si on a un autre donneur, ça vaut le coup. Mais par rapport au risque de la maladie immédiate, la greffe est importante. C'est vrai que les greffes génaux, la moyenne d'âge, c'est 55 ans quand même, enfin de greffe en général. Donc, on greffe beaucoup de patients qui ont 60 ans avec leurs frères et sœurs qui ont les mêmes âges. Et pour l'instant, quand même, les greffes familiales à chalet identique, elles sortent toujours un peu mieux que les autres types de greffes. Donc, bon, voilà, le risque de faire une leucémie sur les greffons du donneur, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Et puis, ça arrive souvent très tardivement.
Oui, en fait, j'ai l'impression que quand on fait des greffes avec des donneurs du fichier, parfois on a un délai un peu plus long qu'avec de la famille. Je voulais savoir à quel point ça doit, on doit prendre en compte par rapport au risque de rechute avant la greffe, ce genre de choses. Alors, tu as raison, hein, c'est effectivement un facteur aussi qui est très important. D'ailleurs, dans le protocole GRAL, ils avaient remarqué qu'il y avait plus de toxicité chez les donneurs avec du fichier. Alors, probablement parce qu'il y a plus de GBH, etc., mais aussi parce que c'était lié aussi au nombre de blocs nécessaires avant de trouver un donneur. Et effectivement, un donneur du fichier, ça prend plus de temps. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, hein, par exemple, à Marseille, je pense que vous allez beaucoup plus à l'aplo qu'au fichier pour gagner du temps dans les maladies à haut risque. Donc, oui, c'est un facteur qui compte. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir un donneur dans la fratrie, enfin dans la famille, qu'un donneur du fichier. Et même pour revenir après, pour les DLI, tout ça, c'est vrai que c'est plus simple. Peut-être compléter, dans l'étude prospective que tu as montré, que l'on a réalisée, qui est en cours de publication, même si on a des résultats MUD versus APLO en termes de survie égaux à la fin, c'est les greffes réalisées. Maintenant, comme on est intention de traiter, c'est des données qu'on n'a pas encore sorties, enfin, qui existent. Si tu cherches un donneur APLO, tu trouves le donneur, quand tu le trouves, dans 37 jours avant le donneur MUD, ce qui est important. Dans les causes de non-réalisation de greffe, 20% des causes sont des rechutes avant. Donc, ça répond en partie à ta question. La greffe la plus précoce possible est toujours souhaitable. Alors après, quand même, l'APLO, voilà, c'est quand même pas si simple. Hein. Il y a quand même des complications vraiment spécifiques à l'endoxan. Et puis, quand même, hein, ces donneurs familiaux, parents, enfants, il y a quand même des problèmes quand, effectivement, on a un risque sur 2 qui a un décès. C'est quand même compliqué. Alors que les fichiers, il y a ce côté anonyme, hein, qui rend cette dimension émotionnelle, disons, un petit peu différente. Moi, j'ai peut-être une question à te poser par rapport à la première partie, là, en effet, le HLA identique. Tu as dit, puis après tu l'as dit d'une façon un petit peu différente, quand tu as un 9 sur 10, les résultats sont moins bons. Et si on les considère comme greffe, enfin, la greffe réalisée comme une greffe HLA identique. Maintenant, si tu les considères comme des aplos, ça peut peut-être changer la situation. Tu veux dire si on les traite comme une aplo avec Oui, si tu considères finalement que la phéno-identique avec des mismatchs n'est pas du HLA identique, tu peux avoir des résultats différents. Et en effet, quand tu utilises endoxan post-greffe, c'est vrai, au moins sur les 9 sur 10, ce sont des meilleurs résultats. Et tu faisais aussi allusion à ceux qui ont fait des 6 sur 10 ou des 7 sur 10 avec des résultats intéressants. Oui, ça c'est quand même surprenant. C'est vrai que nous, on n'ose pas aller jusqu'au-delà d'une incompatibilité. Des fois, on va jusqu'à 2. Mais c'est vrai qu'avec l'endoxan, peut-être qu'effectivement, on peut faire des aplos fichiers. En tout cas, ils l'ont décrit comme tel. Alors, la seule nuance, c'est que dans ces papiers-là, ils ont utilisé de la moelle. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, les mismatchs du fichier avec de l'endoxan et des CSP, on n'a pas énormément de données là-dessus. Peut-être qu'il y aura un peu plus de GVH quand même. En tout cas, si vous deviez retenir un truc, hein, c'est que les aplos avec les CSP, probablement en termes de GVH, on est proche des fichiers, hein, 10-10. Et par contre, si vous prenez de la moelle, vous avez quand même beaucoup moins, enfin 2 fois moins de GVH aigu. Si CSP ou fichier ou moelle, c'est pareil en termes de GVH chronique. Et par contre, après, vous devez prendre le conditionnement, ce qui sera une bonne introduction pour Patrice Chevalier. Et vous voyez que si vous associez de la moelle avec un conditionnement très atténué, comme pour le cordon avec un conditionnement très atténué, dans des maladies à haut risque de rechute comme les leucémies aiguës, là, par contre, vous vous exposez vraiment à un grand risque de rechute. Donc, c'est un mélange de plusieurs facteurs. On ne peut pas dire tel donneur est mieux, tel greffon est mieux, tel conditionnement est mieux. C'est vraiment tout ensemble. Et l'hémopathie derrière, hein, qui est quand même le facteur principal qui va un peu conditionner ce qui se passe après. Je pense que ce que dit Stéphanie là est très important. Il n'y a pas de réponse univoque pour une question. C'est tellement multifactoriel ce qui doit être fait que véritablement, on avance de plus en plus avec des outils qui sont de plus en plus utiles vers une médecine personnalisée et où véritablement la décision du type de greffe va prendre en compte l'âge du patient, l'âge du donneur aussi, le type de greffon accessible, le type de mismatch que l'on peut avoir, le CMV, la BO, enfin, pas mal de choses et de façon beaucoup plus intense qu'auparavant. Donc, vous avez du pain sur la planche.
Bon, écoute, on va peut-être passer à l'oratoire suivant. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Et donc, maintenant, c'est Patrice